10h30. Je vous propose d'attendre encore 2-3 minutes avant de démarrer ce webinaire. Alors, pour information, il sera enregistré et diffusé sur notre plateforme. Alors déjà, tous les intervenants sont là. C'est une bonne nouvelle. Philippe, Sébastien, Olivier. Super. Bonjour. 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 Je vous propose d'attendre encore peut-être une petite minute et puis on laissera les personnes se connecter au fur et à mesure. Eh bien, je vous propose de commencer. Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire spécial mois de l'ESS. Nous allons aujourd'hui donc aborder un sujet, donc réindustrialisation, l'ESS comme levier de croissance responsable et circulaire. Donc c'est une étude qui nous sera présentée par Sébastien Lévrier, cofondateur du cabinet de conseil Les Petites Rivières. Et nous aurons également 2 témoignages qui viendront alimenter voilà, les résultats de cette étude avec Philippe Leroux-Villois qui est PDG du groupe Vallo. Philippe, tu es là? Alors moi, je ne te vois pas. Oui, je suis là. D'accord, super. Bonjour à toutes et tous. Et également Olivier Aymon, directeur général des chantiers du Barrois. Et nous aurons à la fin de ce webinaire l'occasion de poser quelques questions. Vous pouvez aussi les poser au fur et à mesure dans le fil de discussion. Alors avant tout, c'est un webinaire qui a été préparé par le réseau collectif. Donc peut-être quelques mots au sujet du réseau collectif pour les personnes qui ne le connaissent pas encore. Donc c'est un réseau qui rassemble tous les acteurs du Grand Est qui œuvrent ou souhaitent œuvrer pour l'économie circulaire. Slide suivant. On fait en fait, le réseau collectif fait partie d'un groupe, d'un réseau de plateformes collaboratives de l'économie circulaire. Donc pour cela, nous avons une plateforme dédiée où vous pouvez retrouver nos événements, les actualités, des initiatives du Grand Est.
Nous organisons également des rencontres sous différents formats et sous différents sujets. Donc ça peut être, on va sur le terrain, on va voir ce qui se passe, comment les entreprises, voilà, œuvrent pour l'économie circulaire, mais aussi ça peut être sous forme de webinaire comme aujourd'hui. Slide suivant. Nous sommes en fait une équipe de 3 personnes pour animer cette région. Donc Simon Parjean qui anime le réseau de l'économie circulaire en Alsace, moi pour la Lorraine et Pierre Lemarchand pour la Champagne-Ardenne. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Sébastien qui va nous présenter ses missions. Et puis voilà, c'était super étude. Eh ben, merci beaucoup Zelda et puis bonjour à tous. Ravi en tout cas de contribuer aux travaux du collectif Grand Est sur l'économie circulaire. Du coup, je vais vous présenter effectivement l'étude qu'a menée les Petites Rivières en groupement avec d'autres cabinets dont Verton, Mencia et Finetic, qui était une étude pour la Banque des Territoires sur l'ESS comme levier de croissance responsable et circulaire pour la réindustrialisation et qui visait justement à identifier les freins et les leviers au changement d'échelle de l'ESS dans le secteur industriel. Peut-être d'abord pour me présenter, donc effectivement, je suis cofondateur de l'agence Les Petites Rivières, qui est une agence de conseil qui accompagne les coopérations locales à impact social et environnemental dans tous les territoires, et y compris les plus fragiles, puisqu'on a une activité aussi dans les territoires ruraux. On a pour mission d'accélérer le développement de l'économie sociale, solidaire et circulaire, du coup en essayant de travailler sur la question des coopérations économiques territoriales, donc voir comment les structures et notamment de l'économie sociale et solidaire qui développent des actions en économie circulaire peuvent mieux être financées, mieux se faire connaître des acteurs publics et privés. Et puis on utilise beaucoup l'intelligence collective aussi pour animer des démarches de coopération et de filière. Et notre spécificité, c'est d'accompagner justement pour travailler sur ces coopérations les entreprises engagées, notamment sur leur stratégie d'achat inclusif, les collectivités locales sur leur politique publique, économie sociale et solidaire, et les structures de l'ESS sur la communication B2B et la mesure d'impact social pour créer des ponts entre tous ces acteurs. Et du coup, le développement de l'ESS étant dans notre mission sociale, on a été agréé entreprise solidaire d'utilité sociale ESUS par l'État depuis 2020. Bon, au-delà de la présentation d'aujourd'hui, je voulais aussi vous montrer quelques ressources qu'on a pu élaborer sur cette thématique d'économie circulaire et solidaire de manière générale. Donc, si ça vous intéresse, notamment pour les collectivités locales, aujourd'hui autour de la table, on a pu faire une étude aussi pour le RTES sur la question du rôle des collectivités dans la structuration de filières avec et pour l'ESS, avec un angle assez fort sur l'économie circulaire, justement. Et d'un point de vue plus thématique, on vient de sortir aussi avec Fashion Green Hub, une étude qui peut peut-être être inspirante pour le Grand Est et qui a été menée dans les Hauts-de-France, un état des lieux et des opportunités pour le réemploi textile solidaire dans les Hauts-de-France. Et on est en train de faire le même type de travail avec France Active Alsace pour accompagner des acteurs inclusifs sur la filière du réemploi informatique. Et puis, sur une thématique qui peut aussi vous intéresser, on a travaillé pour l'ANCT sur une étude sur la transition écologique juste. Donc, justement, voir comment les projets, enfin, en tout cas, la transition écologique crée des inégalités sociales en tant que telles et quelles sont les solutions aussi pour y remédier. Et du coup, l'ESS est apparu comme une de ces solutions pour favoriser la solidarité, notamment avec une approche quartier prioritaire. Voilà sur la présentation générale. Je vais passer justement à l'objet de la réunion du jour, donc la présentation de l'étude de la Banque des Territoires qui a été aussi coportée par Intercommunalité de France et qui avait pour objectif aussi de fournir un panorama des acteurs de l'ESS investis dans le champ de l'industrie, puisque industrie USS, parfois il y a une méconnaissance, ou en tout cas c'est deux termes qu'on n'associe pas forcément ensemble a priori. On a des structures en phase d'industrialisation, donc de changement d'échelle avec
un changement d'échelle d'un point de vue aussi matériel qui est mis à disposition, usine, enfin, voilà, des termes associés à l'industrie. L'objectif, c'était aussi surtout de voir les champs industriels qui étaient investigués par les structures de l'ESS et ensuite de dresser un état des lieux des freins et des leviers de passage à l'échelle, tout en qualifiant les relations aussi qui peuvent exister entre acteurs ESS et industrie classique. On le verra notamment sur le sujet de l'économie circulaire. Avec pour enjeu majeur pour la Banque des Territoires, vous pourrez retrouver une synthèse qui a été publiée en ligne dans laquelle, en introduction et dans les éditos, on a cet enjeu exprimé qui est d'accompagner de nouveaux projets à fort impact pour la Banque des Territoires et renforcer l'action globale de la banque dans l'industrie, sachant que l'objectif national affiché et d'avoir une industrie qui représente 12% du PIB à horizon 2035. Et donc, il y a un enjeu pour accompagner le développement de l'industrie, de décarboner le secteur, de maintenir et développer les emplois industriels. On le voit là actuellement, en plus avec l'actualité autour, enfin, il y a une double actualité, donc c'est intéressant de voir le côté des industries qui sont reprises en scope, dont Duralex, dont on a entendu parler, et puis d'un autre côté, des plans sociaux qui sont en cours. Donc, il y a quand même cette double notion à prendre en compte pour se dire comment peut-être les statuts de l'économie sociale et solidaire peuvent être des solutions pour sauvegarder des entreprises et des savoir-faire industriels en France. Et en même temps, réussir l'ambition de décarboner le secteur tout en faisant en sorte que l'ESS contribue à atteindre ces 12%. Du coup, le premier point, comme je disais, c'était vraiment d'essayer de qualifier au maximum ESS, industrie, de quoi parle-t-on? Parce que c'est vrai que par rapport à la cible acteur public, privé, il n'y avait pas forcément une connaissance très pointue de ce que faisait l'ESS sur l'industrie. Donc, on a déjà essayé de voir de quoi parle-t-on quand on parle de SS dans le secteur industriel. Ce qui nous a semblé intéressant, c'est d'avoir une approche assez large. Donc, on est reparti évidemment des codes NAF spécifiques de l'industrie, la production, la transformation, enfin surtout la transformation alimentaire, la gestion, recyclage des déchets notamment, tout ce qui est logistique d'un point de vue conditionnement par exemple, réparation, réemploi des D3E avec enfin, des déchets électriques et électroniques et du textile aussi avec vraiment du matériel industriel qui est derrière les activités déployées par les acteurs de l'ESS. Et donc, ce qu'on a pu définir, c'est que l'ESS dans l'industrie, finalement, c'est d'abord des entreprises de l'ESS qui fabriquent et transforment des produits finis et semi-finis. Donc, on a par exemple le groupe Archer, qui est assez connu pour l'industrie de la chaussure localisée en France, et 1083, par exemple, aussi sur la production de jeans made in France. Donc, c'est vraiment tout ce qui va être l'ESS qui travaille sur le made in France, sur toute la chaîne de valeur. On va avoir les entreprises de l'ESS qui sont spécialisées en sous-traitance industrielle, qui est un peu le secteur historique du secteur du travail adapté et protégé. Donc, on a beaucoup d'acteurs comme la NRH ou APF Entreprises qui développent vraiment des projets industriels en propre avec des grands industriels. Ensuite, on a évidemment les entreprises de l'ESS qui sont intégrées dans l'économie circulaire, donc qui peuvent relever de l'écologie industrielle territoriale, du réemploi, du recyclage, dont Valo, du coup, qui a fait partie justement des structures qu'on a pu identifier, en tout cas interroger dans l'étude au niveau national, puisque dans le rapport final qui est encore en cours enfin, de publication, en tout cas de maquettage, etc., et qui paraîtra assez rapidement prochainement. On a fait des monographies régionales, dont une sur le Grand Est, et je vais pouvoir présenter quelques exemples juste après. Et Valo en faisait partie. Donc, je vais moins insister sur les exemples de Valo, puisqu'on a un représentant aussi aujourd'hui qui va pouvoir témoigner directement. Et puis, dernier point, ce qui nous semblait intéressant justement sur ces enjeux aussi de RH, c'est de voir ce que faisaient des entreprises de l'ESS spécialisées dans les services RH dans l'industrie. Et là-dessus, on a des ETTI, intérim d'insertion, donc qui sont spécialisés parfois sur l'industrie, et des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, qui peuvent être multi-activités et qui peuvent concerner l'industrie ou qui peuvent être spécifiques sur l'industrie.
Grosso modo, en reprenant les codes NAF, du coup, c'est un minimum puisque, par exemple, on sait que les associations d'insertion qui vont être ateliers et chantiers d'insertion, par exemple, ont un code NAF global sur l'action sociale. Donc, on n'a pas les secteurs d'activité en propre. Mais du coup, grosso modo, si on prend les quatre types de structures que je vous ai présentés, au minimum, ça représente 1400 entreprises de l'ESS. Donc, c'est moins d'1% du total des entreprises industrielles en confrontant les codes NAF. Mais ça représente quand même 43 000 salariés. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est quand même boosté, en tout cas ces chiffres, par les coopératives et les coopératives industrielles. Notamment, on voit il y a un réseau spécialisé sur les scopes de l'industrie, donc ça peut vraiment être tout type de secteur, mais on a beaucoup de structures, par exemple, dans la métallurgie, dans la transformation alimentaire. On a des sociétés commerciales non coopératives, donc là, ça va être notamment des structures d'insertion sous statut commercial dont Valo en a aussi un certain nombre, et puis des sociétés ESUS, donc entreprises solidaires d'utilité sociale, qui sont sous statut commercial, mais qui ont des engagements issus de l'ESS, comme Vesto, par exemple, qui est une structure qui réemploie du matériel culinaire. Ensuite, on a fait un petit comparatif pour montrer justement le poids des activités industrielles dans les différents types de structures conventionnées ESS. Donc simplement pour aller rapidement, comme je disais, c'est un secteur assez historique du secteur du travail protégé et adapté. Donc on a 4 ESAT sur 5 qui ont quand même une activité industrielle, une entreprise adaptée sur 2 et plus de 20% des entreprises d'insertion et ETTI qui développent ce type d'activité. Voilà, sur du coup, la première idée, c'était vraiment de faire un panorama de l'ESS. Ensuite, on a donc réalisé beaucoup d'entretiens, puisque c'est une étude qui a duré plus d'un an. Donc, on a interrogé des réseaux nationaux de l'ESS, ESS France, la Fédération des entreprises d'insertion, par exemple, l'Institut de l'économie circulaire aussi, qui a été partenaire de l'étude, les réseaux d'élus, les éco-organismes et puis des structures représentatives de l'ESS. Donc ça représente à peu près 80 entretiens qualitatifs qui nous ont permis d'identifier des freins au changement d'échelle, justement en se disant bah, pourquoi l'ESS dans l'industrie, c'est moins de 1% des emplois. Finalement, il y a un premier point, je ne vais pas m'appesantir dessus puisque c'est souvent ce qui est le plus partagé, mais la méconnaissance entre les entreprises de l'ESS et l'économie classique, les entreprises classiques et a fortiori les entreprises industrielles conventionnelles qui sont un peu éloignées parfois des dynamiques de RSE, d'achat responsable. Donc, ils connaissent un peu moins l'offre de services des structures ESS. Donc, il y a quand même un déficit d'image, de notoriété dans le secteur industriel qui est aussi à mettre en lien avec la problématique de l'économie circulaire et de l'écologie industrielle territoriale, c'est que beaucoup d'industries ont des déchets qu'elles aimeraient confier à un acteur pour en faire quelque chose, mais elles considèrent que comme elles apportent un gisement, ça peut être un service gracieux qui est fourni par un acteur de l'ESS, alors qu'on sait que dans le modèle économique de l'ESS, c'est pas possible de juste récupérer un gisement et d'en faire quelque chose. Il y a tout le process aussi de logistique, de collecte, de tri qui compte et qui doit être aussi facturé. Donc il y a cet enjeu de faire mieux comprendre aussi le modèle économique des acteurs de l'ESS. Et puis parfois, ce qui est relevé, c'est la capacité d'intervention de l'ESS qui, au niveau local, qui ne correspond pas aux enjeux de besoins industriels qui, eux, cherchent des solutions souvent au niveau national. Le deuxième frein, c'est la concurrence, le risque de concurrence avec les acteurs industriels conventionnels. En fait, on voit bien le marché de la seconde main. Vous voyez aussi à titre individuel en tant que consommateur dans les distributeurs, chez les distributeurs textiles, chez les distributeurs d'appareils électroménagers, les rayons reconditionnés, seconde main, etc., qui se développent, alors que dans les années 90-2000, tout ce qui était produits déclassés, produits à réemployer étaient confiés à des grandes organisations comme
en vie, qui aujourd'hui sont obligés de faire du plaidoyer parce que justement le marché de la seconde main se développement les grandes enseignes privilégient la réinternalisation du réemploi et la revente de matériel reconditionné. Donc ont tendance à conserver la crème, comme on l'appelle, c'est-à-dire les gisements les plus qualitatifs et à donner le reste aux acteurs de l'ESS. Donc, en termes de modèle économique, si les matériaux confiés à l'ESS sont que ceux qui sont de mauvaise qualité ou en tout cas sur lesquels il y a une intervention la plus forte qui puisse être menée sur le réemploi, ça pose aussi un problème de modèle économique et de concurrence sur la revente, en tout cas, de ce matériel. Et puis, on a pu identifier aussi que le Made in France reconditionné, tout ça, c'était des sujets qui étaient législativement un peu encadrés, mais pas trop, puisqu'on sait que le Made in France, par exemple, il suffit d'avoir une star qui va vous designer une paire de chaussures et de la faire produire à l'autre bout du monde, mais on pourra quand même dire que c'est du Made in France parce que ça a été designé en France. Alors que des industries de l'ESS qui ont tendance à localiser la chaîne de valeur au maximum, on pense par exemple au groupe Archer sur la vente de chaussures. Bon, bah, le prix de revient d'une chaussure qui est 100% made in France par rapport à une chaussure qui est juste designée en France et produite en Asie, forcément, c'est pas les mêmes coûts pour le consommateur. Et donc, ça pose des questions de comment la législation pourrait peut-être mieux encadrer ces concepts-là pour privilégier les acteurs qui localisent leur chaîne de valeur au maximum. Le troisième frein, c'est la méconnaissance des financements disponibles. C'est vrai qu'on a beaucoup de structures de l'ESS qui indiquaient, bah, nous, on n'a pas forcément envie de faire entrer un investisseur extérieur dans la gouvernance. On aime bien être indépendant sur notre stratégie. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une méconnaissance de tout ce qui est financement que peut proposer justement la Banque des Territoires, mais aussi des acteurs comme France Active, de quasi-fonds propres plutôt que fonds propres qui vont permettre de rester indépendant sur l'investissement, c'est-à-dire qu'on n'aura pas un représentant forcément de l'investisseur au conseil d'administration. Et puis, on a pu relever aussi, alors c'est pas forcément négatif, mais pour les structures d'insertion, une dépendance aux aides au poste qui est due aussi à la mission sociale qui mène par rapport à des entreprises classiques, puisque si on fait de l'insertion, c'est normal qu'on puisse reconnaître ce rôle et du coup développer des postes d'encadrement, d'accompagnement socio-professionnel qui peuvent être pris en charge en partie par l'État. Mais la problématique, c'est que justement ces aides au poste sont remises en cause très régulièrement, et encore plus en ce moment, qu'on a eu un pacte d'ambition pour l'insertion qui a permis de développer des postes d'insertion. Et aujourd'hui, on a plutôt tendance à moins développer, en tout cas à stabiliser, voire à réduire, qui fait que les activités industrielles qui ont pu être développées ces dernières années sont un peu en difficulté pour avoir un développement assez fort. Et puis de manière générale, c'est les financements pour la R&D qui sont difficiles à obtenir. On le voit sur l'ESS, sur les pôles territoriaux de coopération économique, c'est toujours un peu compliqué. Bon, bah, sur les activités industrielles, ça l'est d'autant plus quand on est de l'ESS et pas une structure classique. Problématique d'accès au foncier pour avoir des grandes usines, des grands hangars qui permettent de faire le tri au-delà de la production. J'y reviens pas forcément, mais voilà, il y a cette difficulté globale à l'ESS et encore plus dans l'industrie où on a besoin de beaucoup d'espace. Et puis supporter le coût du foncier qui est toujours très compliqué pour l'ESS, d'où des nouveaux mécanismes aussi qui sont mis en place. Globalement aussi, il y a les problématiques de ressources humaines. On sait que dans l'ESS, c'est difficile de fidéliser des fonctions support stratégiques à long terme, puisqu'il y a quand même effectivement des salaires qui sont moins élevés dans l'ESS par rapport à des acteurs industriels qui peuvent se permettre d'avoir des salaires un peu plus élevés. Une capacité aussi à former sur des forts niveaux de qualification, des processus industriels qui peut être plus limité au sein de l'ESS du fait des profils des personnes, notamment dans les structures d'insertion. Et puis, globalement, on l'a vu aussi avec des activités comme Récif, dont on pourra peut-être parler Valo sur le réemploi de menuiserie de fin de vie de fenêtres. Il y a cette tension toujours entre comment on crée de l'emploi dans l'ESS, puisque c'est un peu notre objectif de faire de l'insertion, de l'inclusion, et en même temps les process d'industrialisation qui incitent à faire de plus en plus d'automatisation. On a le débat encore plus aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Voilà, comment on pérennise de l'activité à forte plus-value humaine dans les structures de l'ESS, tout en visant l'industrialisation des process, qui peut être aussi un frein important. Bon, évidemment, on ne s'est pas arrêté au frein, sinon ça serait
un peu triste. On a essayé justement vis-à-vis des entretiens qu'on a menés de répertorier des bonnes pratiques et des exemples inspirants à la fois menés par des structures de l'ESS, mais aussi par des collectivités ou des éco-organismes et des entreprises. Le premier frein, enfin le premier levier, pardon, sur le fait d'adresser cette méconnaissance entre secteur classique et ESS, il y a la question des coopérations économiques. Donc il y a beaucoup de points qu'on a pu isoler. Je ne vais pas forcément tous les citer, mais vous aurez le support. Pour citer quelques exemples un peu emblématiques, il y avait cette idée de faire en sorte que les entreprises classiques participent à l'incubation de fournisseurs de services de l'ESS par leur démarche d'open innovation, c'est-à-dire que pour répondre à cet enjeu de oui, mais moi, industrie classique, je trouve pas les partenaires qui ont la bonne offre pour travailler avec des acteurs de l'ESS. Bon, bah, pourquoi pas faire en sorte que cette industrie incube des futurs fournisseurs dont elle aura besoin. Et c'est là l'exemple de Suez, par exemple, qui développe pas mal de partenariats avec des incubateurs, dont Ronalpia, par exemple, en Rhône-Alpes, avec un programme qui s'appelle Les Boucles, où Suez intervient en mécénat de compétences pour faire émerger des nouveaux fournisseurs de l'ESS et les intègre ensuite à ses offres. Donc il y a vraiment un process d'open innovation et de relation business qui est développé. Ensuite, on a la professionnalisation justement des entreprises de l'ESS sur des compétences à forte valeur ajoutée pour les industries qui peut les intéresser parce que parfois, il y a peu d'acteurs qui font une activité et c'est que des structures qui relèvent de l'ESS. Et là, c'est justement l'exemple d'APF Entreprise Alsace, qui est leader de l'électronique et de la filière de l'électronique, qui est donc une structure alsacienne qui a 180 collaborateurs, 9 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Là, pour le coup, l'industrie, c'est 80% de ses recettes. Et ils sont, alors je ne suis pas expert du secteur d'activité, mais en tout cas, ils réalisent des faisceaux électriques pour la construction des trains, ils assemblent des cartes électroniques pour des disjoncteurs. Et ça, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est que cette activité, il y a seulement 3 entreprises adaptées qui sont en capacité de le faire en France. Donc, il y a un fort investissement de la direction pour développer ce pôle qui fait qu'il y a des partenariats de long terme qui sont menés avec des entreprises du coup, ont fait ce choix de garder une production de proximité et de produire en France et d'avoir de la sous-traitance à forte plus-value sur les compétences. Alors, ce qui est intéressant aussi pour les industries, c'est qu'elles peuvent faire valoir l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour réduire leur contribution à la GFIP, qui est donc quand on n'a pas assez, quand on n'a pas atteint le chiffre des 6% de travailleurs en situation de handicap dans son organisation. Mais il y a quand même ce partenariat qui est fait parce que la structure de l'ESS a une compétence spécifique. Et puis, peut-être un autre point, c'est travailler l'image de marque des structures de l'ESS, qui est de plus en plus important. Nous, de notre côté, on a pu accompagner, par exemple, des structures de l'ESS, entreprises adaptées, qui avaient un site internet pas forcément très développé, pas forcément une démarche commerciale très structurée. Donc, il y a de plus en plus d'enjeux, et on l'a vu dans tous les entretiens de structures de l'ESS et notamment du structure du handicap qui travaillait par exemple sur du conditionnement depuis les années 90. On voit ces filières un peu s'étiolier ou en tout cas être un peu moins fortes aujourd'hui. Et donc cette nécessité de diversifier son offre, de travailler son image de marque pour aller chercher d'autres clients. Et effectivement, ce que j'ai pas dit aussi sur APF Entreprise Alsace et qui est un point aussi important, c'est que au-delà du marché français, aujourd'hui, ils vont au Luxembourg et en Belgique avoir des nouveaux projets. Donc, avoir des structures de l'ESS qui s'exportent, on n'a pas forcément ça en tête et du coup, c'est intéressant de le noter sur l'industrie. Ensuite, je reviens pas sur ce point-là, mais on avait fait une cartographie de l'ensemble des coopérations économiques qui peuvent être menées dans le secteur industriel entre industrie classique et acteurs de l'ESS, parmi lesquels tous les enjeux d'achat responsable, de sous-traitance, de co-traitance qu'on veut, les partenariats sur des appels d'offres. Et là, on avait justement identifié Valo et Suez et Veolia qui répondent régulièrement ensemble. Et tout ce qui est démarche de R&D, notamment dont je vous ai parlé avec Suez.
Le levier 2, c'est justement d'adapter, de s'adapter, de promouvoir les stratégies et les outils de financement existants. Il n'y a pas forcément besoin, enfin, il y a des besoins forcément toujours de nouveaux outils, mais c'est vrai il y a des outils aujourd'hui existants et comme je disais, en investissement en quasi-fonds propres. Pour accéder à des nouveaux outils. On a fait un zoom spécifique sur la reprise d'entreprise à la barre du tribunal, justement, avec cette idée d'une transformation en scope. Et là, pour le coup, la région Grand Est est assez intéressante sur les dispositifs qu'il propose, puisque la région propose d'abonder le capital social qui est apporté par les futurs associés salariés de la SCOP, donc c'est-à-dire les ouvriers qui montent la SCOP quand ils apportent leur capital à la création de la structure, la région abonde. Donc ça permet de constituer des fonds propres en plus des aides qui peuvent être accordées et des prêts par l'Union des SCOP et les différentes banques. Ça permet d'avoir en tout cas un socle important. Et du coup, ça a été un exemple aussi de structure en région Grand Est, pardon, qu'on a pu étudier. C'est une reprise sous forme de scope qui a été faite en lien avec l'URSSCOP Grand Est et qui s'appelle Eurofence. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un leader de la construction de clôtures industrielles et de portails métalliques qui a une énorme capacité de production et qui a travaillé historiquement sur pas moins que la création des autoroutes et d'un TGV et qui a été reprise donc en scope par une soixantaine de salariés. Donc qui a pu au démarrage avoir à la fois justement cet investissement par l'apport de capital des salariés et une aide aussi de la région Grand Est. Il y a eu des prêts justement qui ont été faits aussi auprès de France Active, de la Caisse d'épargne, un appui de France Active Champagne-Ardenne aussi, et puis les outils spécifiques d'investissement de l'Union régionale des SCOP, dont Scope Invest. Ce qui est intéressant d'un point de vue économie circulaire, c'est que tous ces investissements, cette reprise sous format coopératif a permis de restructurer la dynamique entrepreneuriale. Il y a eu des offres éco-responsables qui ont été menées avec le recyclage des poudres de peinture qui sont réinjectées dans le processus de production. Et ce qui est intéressant, c'est que le PDG nous disait on n'a jamais autant investi depuis qu'on est en scope. Et que aujourd'hui, il y a cet enjeu aussi d'aller justement détecter de nouveaux marchés, de continuer à se développer. Donc voilà, ça, en tout cas, il y a plein de leviers, mais ce qui est intéressant, vu l'actualité, c'est de vraiment promouvoir cette reprise en scope. Alors, la reprise à la barre de tribunal, elle est très médiatisée, mais c'est pas la seule façon de créer des scopes, hein. La création de nouvelles scopes, ça fait aussi partie de la création de scope en tant que telle. Il y a les nouvelles scopes, c'est à la fois de la création ex nihilo et puis de la reprise d'entreprises classiques en format scope. Le levier 3, c'est la stratégie foncière pour faciliter l'accès à des locaux industriels. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font sur les friches industrielles. Je voulais citer l'exemple de Grenoble-Alpes Métropole qui a carrément racheté un ancien site de Schneider Electric pour en faire le pôle R, donc un pôle dédié à 100% à l'économie circulaire et solidaire, avec une quinzaine d'entreprises et d'associations. Et il y a plusieurs bâtiments qui ont été proposés, dont un bâtiment dédié à la coopérative sous forme de SIC qui s'appelle Fabrica Nova, dans lequel on a Environalp et Ulysse, donc un acteur de l'insertion. Et l'objectif, c'est vraiment de consolider à l'échelle intercommunale l'ensemble des activités d'économie circulaire et inclusive. Et ça a nécessité des millions d'euros d'investissement avec le soutien financier de l'État, mais ça permet à la collectivité d'avoir un équipement dans lequel l'ESS peut avoir accès à des prix avantageux. Et puis, on a aussi de plus en plus l'intervention des foncières solidaires, où là, le mécanisme, c'est des foncières qui achètent les terrains et qui mettent à disposition à des prix avantageux aussi de l'ESS en tant que locataire ou en tant que d'ailleurs propriétaire. Des lieux. En tout cas, aujourd'hui, c'est beaucoup orienté sur le service, mais un des enjeux, c'est justement de travailler sur aussi les projets industriels
Et puis, ce qu'on a vu, ça existe aussi dans le Grand Est, c'est des projets de foncier partagés. Par exemple, on a pu voir l'AFPA avec les AFPA villages qui partagent aujourd'hui de plus en plus leurs locaux à des acteurs de l'ESS avec des équipements industriels qui permettent d'être plus dans l'incubation de projets ESS sur ce sujet. Ensuite, il y a l'enjeu de faire des entreprises de l'ESS des partenaires RH pour recruter des talents dans l'industrie. Alors, de plus en plus, on a des acteurs de l'ESS qui développent des programmes de formation à impact justement pour travailler sur les filières de demain, sur les métiers d'avenir dans l'industrie. On sait qu'avec tous les enjeux de réemploi, de réutilisation de matériel, il va y avoir des enjeux énormes sur la réparation, notamment de l'électroménager. Donc on a par exemple l'exemple de l'école des demain qui vise à former des réparateurs justement sur ces métiers-là et de les mettre à la fois en tant que salariés des structures de l'ESS spécialisées, mais aussi dans les acteurs de la grande distribution qui ont de plus en plus besoin de ces compétences-là. Et puis, vous avez peut-être entendu parler de l'Union pour le réemploi solidaire, qui est l'ensemble des réseaux de l'ESS, ESS France, Emmaüs et j'en oublie, Envie, notamment, qui propose justement une école du réemploi solidaire pour développer des certifications professionnelles en la matière. Il y a des acteurs de l'ESS qui, justement, pour pallier ces différences de salaire, cette difficulté à fidéliser, structurent une marque employeur. On a vu, par exemple, des structures de l'ESS avec une activité industrielle se lancer dans la labellisation Great Place to Work, par exemple, ou d'autres labels de RSE. Et puis, on a bien sûr, sur tout ce qui est insertion, la sécurisation des recrutements des salariés en insertion en fin de parcours grâce à un accompagnement post-embauche. Et là, c'est dans la région Loire où il y a une plateforme qui a été créée pour mettre en lien les industries et les salariés en insertion qui ont une activité industrielle, ainsi que d'autres secteurs d'activité. Mais cette idée d'avoir une plateforme, en tout cas, de mise en relation entre les deux. Et puis dernier point, du coup, et non des moindres, mais qui vise justement à rassembler l'ensemble des enjeux qu'on a pu identifier. On a repris le terme de ESS France qui parle de SSiser les filières industrielles. Nous, ce qu'on a pu voir dans nos travaux, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de collectivités qui considèrent l'ESS comme une filière par simplicité et pour résumer leur action, mais nous, ce qu'on essaye de dire, c'est que l'ESS n'est pas une filière, l'ESS peut être présente dans l'ensemble des filières locale qui est pilotée par des collectivités ou par des clusters, dont l'industrie, dont l'économie circulaire, dont l'alimentation, dont tous les secteurs qu'on veut. Mais pour ESSiser les filières industrielles, on a besoin d'avoir un soutien très fort des collectivités et des entreprises privées. On a pu voir, c'est pas forcément une proposition, mais en tout cas, c'est un plaidoyer qui est fait par certains acteurs de mettre en place une TVA à impact pour justement pouvoir valoriser les produits qui sont made in France, donc, et notamment valoriser les produits reconditionnés par rapport aux produits neufs. On a vu des propositions actuellement d'amendements qui ont pu être faits dans le cadre des nouveaux budgets, donc voir ce que ça va devenir. Mais en tout cas, ça viserait un peu mieux à protéger le marché du réemploi quand le process, la chaîne de valeur est réalisée en France. Il y a un processus aussi hyper intéressant qui est mené par plusieurs régions qui vise à développer l'éco-socio-conditionnalité des aides versées aux entreprises classiques. Donc c'est un terme voilà, un peu nébuleux, mais qui est assez simple, c'est-à-dire quand il y a 1 euro d'aide publique au sein d'une entreprise privée, on lui demande des contreparties RSE, puisque dès 1 euro investi, on demande souvent à l'ESS de promouvoir et de mesurer son impact social. Ça serait quand même intéressant d'avoir des contreparties aussi pour les entreprises classiques. Donc il y a plusieurs régions qui se sont mises sur le sujet. On a évidemment les achats responsables dans la commande publique qui peuvent aussi concerner des activités industrielles. Donc là, on a mis un exemple sur, par exemple, la collecte de carton avec un consortium de structures d'insertion qui a pu être attributaire d'un marché. Et puis, il y a quand même cet enjeu de se professionnaliser sur la réponse aux appels d'offres et pour lesquels il y a pas mal de collectivités aussi qui proposent des formations, des ateliers de sensibilisation et aussi des réseaux IAE ou handicap qui proposent ce type d'action. Et plus largement, au niveau local et national, ce qu'on invite aussi à faire, c'est que la gouvernance soit plus inclusive et solidaire
dans l'action publique liée à l'industrie. On a notamment les comités de filière dans le Conseil national de l'industrie, avec des enjeux par filière qui sont exprimés, sur lesquels l'inclusion, la solidarité sont quand même pas forcément très valorisés aujourd'hui. Donc on se disait, ça pourrait être intéressant en termes de plaidoyer que les réseaux, justement, IAE, ESS, soient plus présents dans ces gouvernances, puissent faire des propositions, et également au niveau territorial. Euh, voilà, je crois pour moi. Donc, grosso modo, des freins sur lesquels il y a des solutions à chaque fois. C'est pas, il y a pas de contre-indication, en tout cas, pour que l'ESS soit présente plus fortement dans les sujets économie circulaire, industrie. Mais il faut forcément que ça soit accompagné, notamment si on parle d'insertion par le soutien de l'État et des collectivités sur les aides au poste pour se développer dans l'industrie. Il faut que ça soit aussi accompagné par des politiques d'achat responsables, et il faut que ce soit bien sûr aussi accompagné par des partenariats plus forts entre industrie classique et industrie ESS, sur lesquels les collectivités ont aussi un rôle à jouer, puisque il peut y avoir de la facilitation aussi de contact qui peut être fait. Voilà, donc j'invite aussi justement tous les acteurs de l'ESS à regarder les outils que peuvent proposer la Banque des Territoires et France Active, puisqu'il peut y avoir aussi des modes de financement pas forcément connus aujourd'hui, qui peuvent valoir le coup quand on est en changement d'échelle industrielle. Voilà, merci à tous. Merci Sébastien. Comment on pourrait retrouver cette étude une fois qu'elle sera publiée? Alors effectivement, pour l'instant, une synthèse a été publiée avec les gros éléments, enfin en grosse maille, ce que je viens d'expliquer. Ça, on pourra vous l'envoyer, elle est disponible en ligne, ainsi que la restitution où on avait justement Valo qui était venu témoigner, et Agriviva, donc un exemple à Montpellier, qui était présent. Donc ça peut aussi être intéressant. Et puis, on pourra aussi vous communiquer d'ici la fin d'année le rapport global quand il sera rendu public. C'est l'une des présentations en avant-première avant la publication que j'ai pu vous faire, mais tout le contenu détaillé avec plein d'autres exemples pourrait être disponible aussi lors de sa publication, et je pourrais revenir vers vous pour vous l'envoyer. Super. Donc on a parlé beaucoup de Valo, donc je vous propose de passer au témoignage, donc avec Monsieur Leroux-Villois, PDG de Valo. Oui, Alors, bonjour. bonjour. Donc, si vous le souhaitez, peut-être nous faire une présentation du groupe, et aussi une question pour vous. Quels sont les leviers que vous avez activés pour impulser donc tout ce développement de vos activités? Ok, donc le groupe Valo, c'est un groupe qui ressemble à un conglomérat, c'est-à-dire qui est présent sur plusieurs secteurs d'activité. Donc le secteur initial, c'est l'économie circulaire. Donc on a trois entreprises là qui sont œuvrantes dans l'économie circulaire. On en a racheté une la semaine dernière, donc ça en fait Oui. quatre maintenant. Euh, et on a aussi une entreprise de propreté, deux entreprises qui font de l'intérim, une entreprise qui fait du second œuvre dans le bâtiment et travaux publics. On a aussi deux sociétés de restauration. Et puis enfin, on a des métiers dans les prestations intellectuelles, ingénierie territoriale, consulting, formation. Ça vient aussi du fait qu'on avait été enfin, notre dispositif est reconnu comme étant un pôle territorial de coopération économique. Nous sommes présents donc sur plusieurs départements lorrains avec des activités un peu différentes. On est présent en Moselle, c'est là où est le siège, à Florange, mais aussi en Meurthe-et-Moselle, dans les Vosges, dans la Meuse et puis dans la Marne également. On a un projet d'implantation également dans le Bas-Rhin, là, qui va sans doute se mettre en œuvre en début d'année prochaine. Et puis, on a un SMH qui se développe en région bordelaise, enfin, en Gironde, près de Libourne. Et enfin, donc là, on vient de racheter une entreprise à Lille. Voilà. Donc, aujourd'hui, le groupe, ça fait à peu près
en volume d'activité, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et après, bah, le nombre de salariés, c'est un peu compliqué parce que c'est toujours un peu saisonnier. On va dire à peu près 500 salariés, alors qu'ils comprennent des gens en intérim. La plupart de nos sociétés sont des entreprises d'insertion, entreprises de travail temporaire d'insertion, entreprises d'insertion par le travail indépendant. On a aussi un petit chantier d'insertion qui travaille sur les filières émergentes du réemploi. Et puis, toutes les sociétés. Donc, la maison mère est une SCOP. Donc, c'est une des modalités, ben, Sébastien ne l'avait pas cité, mais moi, quand j'ai repris Valoprest à l'époque, donc en 2015, c'était une entreprise qui était en difficulté. Je l'ai redressé. À la fin de la période de redressement, j'ai ouvert le capital, enfin, j'ai fait une augmentation de capital pour que mes salariés deviennent associés. Voilà, donc, du coup, voilà, j'ai transformé la maison mère en SCOP. Donc, c'est un groupe qui est un peu particulier puisque la direction donc, émane de Valoprest, qui est la maison mère. Donc, c'est un conseil d'administration de 10 salariés, dont je suis président, qui dirige tout le groupe puisque Valoprest est présidente de toutes les sociétés du groupe. Les autres sociétés, ben, on a des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Notamment, c'est la restauration et puis l'entreprise de compteurs de bâtiments. On a aussi des SAS unipersonnels, donc qui sont détenus à 100% par soit Valoprest, soit sa holding Valoplus, qui est une holding inversée, et qui sont le plus souvent, les statuts sont conformes à l'agrément ESUS. On ne demande pas toujours l'agrément ESUS parce que c'est compliqué à faire et que ça n'a pas tellement d'intérêt. Voilà. Les leviers de développement qu'on a utilisés bah, sont... alors, principalement, on a levé des fonds. Enfin, alors, on a déjà déployé des stratégies. Alors, on s'est toujours fait accompagner d'organisations. Donc, notamment, alors bon, au début, on a été beaucoup accompagné par l'Union des SCOP. Donc, je signale au passage que Sébastien n'est peut-être pas l'exemple, qu'il y a une SCOP qui vient d'être reprise à la barre, là, qui est Bergère de France, là, dans la Meuse, et qui a été reprise par ses salariés, là, récemment. Donc, nous, on sait parce qu'on a une entreprise de travail temporaire qui porte les salariés quand ils sont en phase de retournement. Donc, on voit passer toutes les retournements d'entreprises en difficulté en scope. Donc, Bergère de France, c'est la dernière. C'est plutôt une belle reprise parce que, voilà, pour conserver un savoir-faire ancestral, une marque, et en Meuse. Enfin, voilà, en Meuse, où c'est quand même un territoire où il y a un peu d'attrition économique. Alors, donc, les leviers qu'on utilise, bah, nous, alors, ça a été bah, un accompagnement. Donc, on a toujours été accompagné par l'Union des SCOP initialement, qui nous a permis de faire de l'ingénierie financière. Et puis, donc, parce qu'on a quand même plusieurs sociétés qui sont en SCOP. Aujourd'hui, sur l'accompagnement, on est partie prenante d'une organisation qui s'appelle Utopreneur, qui en fait porte un groupement d'employeurs dont je suis président d'ailleurs, et qui nous met à disposition des cadres, enfin des ingénieurs, hein, donc plutôt de haut niveau, des centraliens, des ingénieurs des ponts, etc., et des business développeurs, et qu'on se partage à plusieurs entreprises d'insertion en France. Voilà. Et on a monté avec cette institution-là, le Utopreneur, bah, des réseaux d'entreprises. Donc, on est inscrit dans des réseaux qu'on a constitués nous-mêmes. Donc, par exemple, on a constitué un réseau d'entreprises de travail temporaire d'insertion qui porte une centaine d'agences en France, qui doit être le deuxième réseau français d'agences, donc qui permettait de relier des PME entre elles. On a aussi créé une jeune venture pardon, une franchise sociale qui s'appelle Recif, et qui fédère une vingtaine d'entreprises d'insertion et entreprises adaptées qui portent des plateformes de collecte et de démantèlement de fenêtres en fin de vie. Donc, c'est d'ailleurs une société dans laquelle Saint-Gobain est monté au capital. Et puis, on a aussi un réseau qui s'appelle Central Place, qui fédère des entreprises qui collectent, trient et reconditionnent du plastique en fin de vie pour le recyclage. Et puis là, plus récemment, on a monté un réseau qui s'appelle Secundo aussi,
et qui fédère des entreprises qui font de la déconstruction sélective et préservante pour favoriser le réemploi, sachant que nous, on est inscrit dans cette filière. Voilà. Donc, ces leviers, c'est ces accompagnements-là. On n'est jamais tout seul, on est toujours en Mm. réseau au national. Deuxième levier, bah, c'est le pognon. Il faut trouver du pognon tout le temps. Donc, du coup, nous, on a déjà à l'interne du groupe, on a cherché à garder des ressources de chefs de projet donc, qui sont permis parce qu'on a de l'ingénierie territoriale, etc., du consulting. Donc, on a des consultants, des ingénieurs qui nous permettent de répondre à des appels à projets pour lever des subventions publiques. Donc, on est plutôt bon. Là, par exemple, maintenant, on s'attaque à des programmes européens. Voilà, ce qui nous permet de Mm. cofinancer du développement de l'ingénierie, mais aussi des investissements. Et puis, on a fait des levées de fonds, voilà, des levées de fonds sur les scopes, donc avec des outils un peu particuliers, mais aussi des levées de fonds en créant une holding spécifique. Et donc, on a dans notre tour de table la Banque des Territoires, le fonds d'investissement Caisse d'Épargne Grand Est, et puis un fonds d'investissement spécialisé dans les entreprises de l'ESS qui s'appelle Noves et également une plateforme de financement participatif qui s'appelle lita.co. Donc, on avait fait une première levée de fonds de 2,2 millions en 2021 pour investir et on est en train d'en relancer une là, compte tenu du fait qu'on continue d'accélérer notre développement. Notamment en faisant maintenant plus d'acquisitions extérieures. Enfin, je ne sais plus comment on dit enfin, il y a un terme pour le développement quand on rachète les entreprises, mais je ne me rappelle plus. Voilà. L'enjeu pour nous d'atteindre une taille critique, c'est des enjeux, comme a expliqué Sébastien, il faut attirer des gens qui sont talentueux, qui ont des compétences, donc des ingénieurs, des commerciaux, des gens qui font de l'ingénierie de parcours d'insertion aussi de très bon niveau. Donc pour ça, il faut avoir une structure qui soit suffisamment importante pour pouvoir financer des salaires qui soient Mm. comparables à ceux du marché. Et donc Mm. nous, on tend à faire en sorte que notre échelle de salaire devienne comparable à celle du marché. Alors, il se trouve que notre siège est à côté du Luxembourg. Alors, c'est un peu compliqué. J'essaie d'expliquer à mes salariés que c'est un peu compliqué, que je ne peux pas rivaliser avec le salaire du Luxembourg, mais on essaye quand même d'arriver à des salaires qui soient intéressants. Puis, on a aussi comme projet de... Donc, les salariés sont associés à la gouvernance via les systèmes de coopérative, donc notamment, j'ai dois avoir au moins une trentaine de salariés qui sont associés, et puis 10 qui participent au conseil d'administration. Ça leur donne un levier sur la gouvernance, mais on ne distribue pas de dividendes parce qu'on a un développement tellement important. Enfin, Groupe Valo, c'est passé de... l'histoire de Valo, c'est 1 million de chiffre d'affaires en 2015 et 15 millions cette année. Donc, c'est un développement très important qui est coûteux, en fait. Donc, on ne peut pas gagner de fric avec ça. Mais on a comme projet de faire, là, dans les années qui viennent, une holding de salariés qui leur permettrait de pallier peut-être un manque de rémunération immédiate par des plus-values latentes sur certaines entreprises, alors dans des proportions qui resteraient compatibles avec l'économie solidaire. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, toutes les réserves des boîtes sont impartageables, hein, donc personne ne s'enrichit, mais on pourrait travailler un peu sur un mécanisme avec une possibilité, voilà, d'avoir quelques plus-values latentes pour les salariés, notamment qui s'impliquent énormément puisque c'est très consommateur. Alors, le levier essentiel, hein, c'est quand même les hommes et les femmes, voilà. Donc nous, on travaille notre attractivité sur le sens qu'on a, puisqu'on a quand même une vision d'entreprise citoyenne qui est très ancrée chez nous, avec une culture d'entreprise qui cherche vraiment à développer des impacts et aussi voilà, des valeurs qui sont quand même centrées sur l'humain. Enfin, on garde une échelle de salaire qui est limitée, hein, donc quand on fait élever l'échelle de salaire, c'est toute l'échelle qui monte. Donc là, on est limité de 1 à 4. Et puis, on a une gouvernance qui est transparente et qui associe les salariés.
Et puis enfin, on travaille sur un mode de management d'entreprise libérée pour que les jeunes cadres, notamment, puissent se retrouver dans un système où on donne beaucoup de liberté, voilà, aux gens pour qu'ils puissent exprimer leurs talents, leurs compétences, leurs envies. Donc, c'est une manière de faire qui fait qu'on arrive à fédérer pas mal de jeunes gens. Notre comité de direction est plutôt jeune. Euh, Ça doit être une moyenne à 30 ans ou à 35 ans, je crois. Et paritaire aussi. Voilà, on cherche la mixité. Donc, on a des procédures de recrutement qui visent la non-discrimination totale. Voilà, donc beaucoup de richesses humaines qui sont recherchées, voilà. Et c'est ce qui nous permet d'alimenter notre développement, puisque dans dans tout l'organigramme que vous voyez, derrière, il y a des chefs d'entreprise, en fait. C'est-à-dire que nous, on recherche des gens qui ont la fibre entrepreneuriale. Et donc, j'ai des entrepreneurs, enfin, on a des entrepreneurs on essaye d'obtenir des entrepreneurs à tous les niveaux du groupe. Voilà, il y a des gens qui deviennent patrons de leur boutique et qui les développent. Et ça marche pas mal, en fait. Donc, voilà. Alors, ça, c'est un peu fatigant pour diriger, pour les dirigeants, parce qu'on est pas mal occupé. Ces derniers temps, on a plutôt bien réussi à staffer notre back-office. Donc là, on a été obligé un peu de casser la tirelire sur les salaires, puisque on recrute, par exemple, on a recruté un directeur financier qui était mieux payé que moi, par exemple. Du coup, voilà, donc on est en train de travailler, voilà, notre échelle de salaire aussi pour l'adapter au marché, mais en cherchant, par exemple, à ce que le COMEX ait une rémunération égalitaire, enfin, des choses comme ça, enfin, des règles un peu spécifiques et aussi à valoriser toute l'échelle des salaires, notamment du plus bas au plus haut. Pour répondre à des questions, voilà, nous, ce qu'on recherche sur l'économie circulaire, parce qu'aujourd'hui, l'économie circulaire, ça nécessite. Vous me dites quand je suis trop long, hein, vous m'arrêtez, vous dites c'est bien Bientôt, Philippe, bientôt. stop. Euh, voilà, l'économie circulaire, c'est très demandeur en ingénierie, en ingénieur en fait, parce qu'il faut organiser la traçabilité des déchets, il faut avoir un registre des déchets, il faut maintenir des installations classées pour la protection de l'environnement, tout ça, tout ça. Et donc, il faut avoir du volume. On ne peut pas faire petit bras dans dans l'économie circulaire. Bon, à part sur les petites filières de niche dans le réemploi, mais sinon, sur vraiment le recyclage, nous, qui est quand même notre axe essentiel, il faut qu'on ait des gros volumes. Voilà. Donc, du coup, je disais, par exemple, on a racheté une boîte qui était en difficulté à Lille. Ça nous permet d'atteindre plus de 3000 tonnes d'huile alimentaire usagée. Le site à Lille est une vraie usine. C'est un vrai site industriel. Donc, nous, on avait deux sites qui étaient plus artisanaux en Lorraine et en Gironde. On va les abandonner, on va rapatrier tout sur le site industriel. On aura des modes de traitement qui seront plus vertueux d'un point de vue environnemental, enfin en tout cas, une meilleure prévention des pollutions, et puis aussi plus intéressant en termes d'outils d'insertion et de travail, puisque ça mécanise des activités qui ne sont pas très marrantes. Donc voilà, on cherche ça, on cherche le volume et, et atteindre plus de mécanisation. Alors ça veut dire que en parallèle, l'intensité insertion du groupe baisse. Euh, Aujourd'hui, dans les produits d'exploitation du groupe, on doit être en dessous des 15% d'aide au poste insertion parce que les métiers se sont enrichis. Alors, on n'a pas baissé le nombre des salariés en insertion, il continue de croître. D'ailleurs, l'État, cette année, ne nous a pas financé tous nos postes d'insertion. Il nous en manque notamment en Moselle, au moins 20, je crois, qui ne sont pas financés. Cependant, on cherche à ce que les taux d'encadrement, enfin, c'est parce qu'on recherche, ça se fait automatiquement, c'est-à-dire qu'en croissant, l'intensité insertion baisse, voilà. Mais ce qui fait aussi qu'on peut emmener les salariés sur des métiers plus riches, plus complexes. Par exemple, nous, on forme des chauffeurs poids lourds FIMO, enfin, qui peuvent devenir travailler dans le transport de matières, des chauffeurs dans tous les sens d'ailleurs aussi, des conducteurs d'engins de chantier, des caristes, des conducteurs de presse. Voilà, l'intérêt d'industrialiser les process, c'est aussi cela. Voilà, et puis là, on travaille sur ce projet là d'intégration de la filière sur les huiles alimentaires usagées, et on travaille aussi sur un projet
de monter une jeune venture sociale avec une entreprise à Bordeaux, ce qui nous permettrait de pallier les problématiques de foncier qu'a soulevé Sébastien, puisque Oui. c'est une boîte qui a des grosses friches industrielles et qui serait intéressée pour qu'on puisse les utiliser. Donc c'est un projet super intéressant. Et puis, euh, et puis voilà, Ok. qui permettrait en fait de structurer des filières où on cherche à améliorer la valo des déchets. Je vais finir sur quelles sont les filières qu'on traite. Mhm. Donc j'ai cité les huiles alimentaires usagées, donc là où on cherche à monter en puissance. On a les fenêtres en fin de vie, où on a monté un réseau national. Et nous, on exploite trois plateformes, une à Florange, une à Nancy, une en Gironde aussi. On a le polystyrène expansé, où on a une plateforme à Florange, on va en monter une à Nancy également. Et après, on les essaimera. On en a une en Gironde aussi. On pense en essaimer une autre à Lille. On a une filière sur l'amiante ciment en petit flux qu'on collecte et une filière sur le plastique dur issu de déchetterie qui est collecté et trié sur une chaîne de tri à Florange. Et on compte essaimer une chaîne de tri aussi enfin, à Bordeaux sur l'année 2026. Voilà. Donc, en recherche donc d'une croissance des volumes et de processus plus industrialisés. Voilà en gros la stratégie qu'on a qui visait en fait sur les déchets, je finis là-dessus, à faire en sorte que les collectivités aient des solutions d'amélioration du taux de valorisation des déchets. On se positionne aussi sur des niches où on n'est pas en concurrence avec nos Mhm. copains Suez, Veolia, tout ça, mais on est complémentaires. Voilà, on bosse avec eux sur des appels d'offres et de la sous-traitance et de la co-traitance. Merci pour votre attention. Merci Philippe. Donc vous avez parlé d'attractivité, de gouvernance, de coopération avec le secteur, on va dire, traditionnel. Donc là, je vous propose de passer un autre témoignage et de changer de secteur. Donc, se poser la question, est-ce que ces leviers et freins peuvent-ils être identifiés dans d'autres secteurs? Est-ce qu'on les retrouve? Donc, c'est Olivier qui va nous parler de les chantiers du Barrois, nous présenter vos services et peut-être nous dire quels sont les freins que vous avez rencontrés ou que continuez de rencontrer actuellement et les leviers qu'il faudrait peut-être déclencher. Tu as ton micro coupé, Olivier? Oui, Voilà, super. merci. Bonjour à vous. Dans un premier temps, oui, je vais vous faire un état de présentation de l'entreprise, hein, de ses différentes missions, voir les correspondances qui peuvent exister entre le secteur industriel et notre secteur d'activité. Donc, nous sommes plutôt, nous, dans la branche des travaux publics, dans le secteur de l'environnement. Et puis voir quels sont les éléments peut-être principaux en termes de stratégie d'entreprise, hein, que l'on peut être amené à porter à notre niveau pour pouvoir imaginer dans un contexte social-économique qui est, ma foi, assez contraint en ce moment, imaginer des formes de développement nouvelles. Euh, donc l'entreprise Chantier du Barrois, c'est donc une société par action simplifiée qui est fondée par une association, hein, les Chantiers du Barrois. Donc nous sommes entreprise d'insertion et nous sommes agréés ESUS sur nos activités. On a notre principal secteur d'activité, c'est le génie environnemental, le génie écologique, hein. Nous sommes une entreprise spécialisée dans tout ce qui peut être mesure d'aménagement, de gestion, de restauration des espaces naturels. On a 60% de nos activités qui sont sur l'aménagement et la gestion des cours d'eau notamment. On a un autre secteur d'activité qui est celui de la réalisation de stations d'épuration
collectives et individuelles, donc stations dites écologiques, hein, que l'on peut voir sur certains territoires, donc à filtre planté de roseaux. Ce secteur d'activité nous amène également à traiter des problématiques de l'eau, également des travaux publics. J'en reviendrai sur ce point-là, qui est un point important sur les évolutions du projet de l'entreprise. Le troisième secteur, c'est le paysage. C'est très ouvert, c'est plutôt un secteur d'activité de proximité, sachant que le périmètre d'intervention de notre entreprise, c'est le Grand Est, voire le quart Nord-Est de la France, hein, sur nos activités plus spécialisées, hein, sur notamment l'aménagement des cours d'eau, et donc un secteur émergent depuis 2-3 ans, lié aux énergies renouvelables, avec notamment un secteur sur le photovoltaïque. Donc nous sommes une PME de 45 salariés à peu près, hein, qui est constituée d'un secteur bureau d'études, d'un secteur d'organisation de conduite de travaux, et d'équipes dédiées sur les réalisations et les chantiers. Sur les freins qui ont été présentés, bon, les principaux freins sur une entreprise comme la nôtre sont ce qu'on pourrait appeler la méconnaissance euh, des autres entreprises. Euh, donc ça, c'est un point d'attention qui est important pour moi, l'environnement entrepreneurial autour de l'entreprise, qui peut être un environnement entrepreneurial concurrentiel, mais qui peut être aussi, et ça c'est un point important, un environnement partenarial par rapport à la question du changement d'échelle, hein, sur la conduite de nos activités. Le deuxième point important en termes de frein, c'est les ressources humaines, hein, la qualification des équipes, hein, que cela soit sur des aspects d'ingénierie, technicité et de réalisation. On est dans l'obligation de produire un savoir-faire qui répond à des objectifs concurrentiels avec d'autres acteurs qui eux-mêmes interviennent maintenant beaucoup plus fortement, hein, sur les secteurs d'activité qui sont les nôtres, hein, notamment sur la partie aménagement, gestion des cours d'eau et la partie assainissement. Donc notre entreprise a 30 années, hein, d'expérience dans le domaine. On pouvait considérer que nous étions pionniers, hein, dans les questions de génie écologique. Ben, aujourd'hui, on peut dire tant mieux, hein, sur les questions environnementales, aux enjeux de la transition écologique. Mais aujourd'hui, ces secteurs d'activité sont aussi devenus des secteurs d'activité très concurrentiels. Le troisième point c'est la situation de la méconnaissance des financements. Alors forcément, un chef d'entreprise, il doit être au fait, hein, de ces questions-là, donc il doit continuellement s'outiller avec ses collaborateurs, hein, pour pouvoir avoir une bonne lecture, hein, des possibilités de développement qui sont les siennes. Sachant que nous ne sommes pas toujours dans la facilitation et dans l'accompagnement des porteurs de projets. On est dans un contexte où les politiques publiques évoluent très rapidement. Ce qui pouvait être valable l'an dernier ne l'est plus aujourd'hui. Il est important à la fois de ne pas se replier sur soi, mais d'agir aussi dans la prudence, hein, dans sa capacité de pouvoir imaginer à l'échelle de l'entreprise de nouveaux investissements pour son développement. Donc je voudrais, pour finaliser mon intervention, euh, peut-être mettre le doigt sur deux enjeux qui me paraissent importants. Le premier, c'est
le changement d'échelle et la relation aux autres acteurs entrepreneuriaux, autres entreprises du secteur. Il me semble important de- d'être dans une stratégie de réseau. Alors, on n'est pas, comme il vient d'être présenté pour Valo, nous ne sommes pas dans une dynamique de projet de holding, hein, ou de développement d'entreprise. Par contre, notre entreprise s'inscrit très fortement dans des enjeux de partenariat, de coopération partenariale avec d'autres PME du secteur qui viennent compléter nos activités de manière à pouvoir, face aussi à des groupes nationaux avec lesquels il peut nous arriver aussi de coopérer, hein. Je ne suis pas fermé à ces questions-là, mais la question de la coopération entre PME et d'organisation de notre réponse collective sur des marchés publics devient aujourd'hui indispensable, sachant que les marchés publics de travaux, donc sont maintenant sur des échelles qui sont beaucoup plus importantes. D'ailleurs, on peut se questionner, hein, sur l'organisation des marchés publics et le fait d'avoir des lots qui vont forcément ne plus permettre à des PME de s'inscrire tel que ce l'était avant, hein, dans des marchés publics, hein. Juste un exemple, hein, les lots liés à l'environnement sur certains marchés n'apparaissent plus, hein. Ils sont complètement noyés dans des lots qui vont être travaux publics, génie civil. Donc, si vous voulez répondre ou vous inscrire dans des marchés publics, si vous n'avez pas d'alliance ou de coopération avec un grand groupe national, c'est un peu tant pis pour vous. Donc, ça, c'est une petite parenthèse par rapport aux porteurs de marchés publics. Il y a l'organisation de la commande aussi dans le réseau d'entreprise. Donc, comment mieux travailler avec les fournisseurs locaux et puis peut-être être attentif sur des fournisseurs qui vont développer des stratégies éco-responsables. Donc on est une entreprise nous-mêmes engagée, hein, sur la transition écologique. On peut plus se permettre d'accepter tout et n'importe quoi dans nos commandes, hein, à partir du moment où on va avoir une posture qui va être quand même très carrée, hein, sur l'organisation de nos réponses au marché public. On se doit également d'être attentif sur des commandes locales et des commandes éco-responsables. Il y a la notion de plaidoyer. À partir du moment où on a traité de ces questions-là, comment on va pouvoir communiquer en plaidoyer dans le cadre de marchés publics ou dans le cadre de territoires pour mettre en avant l'importance de cet ancrage local, de cette coopération, de cette inscription forte et opérationnelle dans des questions de développement durable. Et point qui découle de tout ça, comment aller plus loin avec les autres entreprises, hein. J'avais marqué sur ma feuille du partenariat à l'alliance stratégique, comment essayer de fonder des accords entre entrepreneurs pour pouvoir imaginer des coopérations, des formes de coopération nouvelles qui peuvent aller vers de la mutualisation de services et de compétences à l'échelle de nos entreprises respectives. Le deuxième point important, c'est les équipes techniques. Une entreprise, même une PME aujourd'hui, ne peut pas rivaliser avec d'autres acteurs plus importants si elle n'a pas un bureau d'études et d'ingénierie qui va permettre de répondre, hein, avec d'autres, hein, au marché public. Donc, la question des ressources humaines qui a été évoquée précédemment est importante, hein. Les niveaux de recrutement des personnes, les fonctions exercées, les niveaux de salaire. L'enjeu de l'encadrement technique aussi sur les chantiers, même si nous sommes une entreprise d'insertion, donc on accueille entre 10 et 15 salariés en parcours d'insertion dans notre entreprise, on doit avant tout répondre techniquement à des questions qui sont attendues par les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre. Donc la technicité est imparable, hein, sur nos activités. La question de la maintenance est aussi un point de stratégie important. À la fois la gestion de nos sites d'entreprise, mais également l'accompagnement qualitatif, environnemental de nos activités, avec des enjeux de sécurité et d'hygiène, hein, qui sont incontournables dans la mise en œuvre de nos projets. Le dernier point,
avec les compétences techniques, c'est la recherche et développement, l'innovation dans le secteur de l'environnement. Peut-être qu'il y a 15-20 ans, nous étions pionniers sur les questions d'écologie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il faut garder une avance et investir dans ces questions-là. On a 3 axes. Bon, le génie écologique, évidemment, c'est la vie de l'entreprise depuis son origine, mais également des nouveaux secteurs, l'écologie urbaine industrielle, mais également le montage d'opérations collectives liées à la transition écologique sont 3 points sur lesquels nous travaillons actuellement avec également les acteurs du territoire, collectivités, associations, mais également d'autres entreprises. Voilà, j'espère que j'ai été dans les temps pour Très bien, ma oui. présentation. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Merci aux 3 interventions. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Alors, il n'y a pas de questions dans le fil de discussion, donc je suppose que tout était clair. N'hésitez pas, on a encore une petite minute si vous souhaitez poser des questions aux intervenants. Peut-être que tout le monde s'est rendormi, en fait. C'est peut-être ça. C'est aussi l'autre option, mais je ne préfère pas. Je reste optimiste. Donc, si vous n'avez pas de questions, on vous enverra, si vous le souhaitez, cette présentation. Ardennes On le mettra. Métropole. Comment? J'ai vu un message d'Ardennes Métropole, un intervenant d'Ardennes Métropole. Je ne sais pas si... Alors, elle a mis bonjour. Donc, je vous mettrai cette présentation sur notre site collectif Grand Est. Donc, elle dit bien tout est clair, je vous remercie. Elle n'a pas de questions spécifiques. Voilà. Je vous souhaite une bonne une fin de matinée, une bonne journée et peut-être à bientôt avec d'autres événements que nous organisons, notamment le 27 février, l'événement régional collectif qui aura lieu en Champagne-Ardenne. Bonne journée. Merci. Merci, Au revoir. bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.